À nous. Donc, bonjour, mon nom est Martin Carrier, je suis le conseiller du programme au niveau du département de sciences politiques qui gère le programme d'études internationales qui vous intéresse. C'est ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui, c'est une séance de porte ouverte, donc je suis surtout là avec une des étudiantes de notre programme, Katerina Swiderskaya, qui est avec nous. Et qui est en troisième année, qui est finissante, qui a très bien réussi dans le programme d'études et qui est là aussi pour répondre à vos questions que vous pourriez avoir du côté d'une étudiante. Donc, merci Katerina d'être présente et je vais te passer la parole après la petite présentation. Donc, je vais juste rajouter ceux qui viennent de se rajouter à nous. Parfait. Donc, j'ai une petite présentation qui va mettre en place en fait les éléments principaux du programme d'études, qui est un programme extrêmement pluridisciplinaire, comme vous avez probablement déjà constaté si vous avez consulté le site du département de sciences politiques où toute l'information relative au programme est indiquée. Vous avez sur le site du département de sciences politiques, sous la section programme d'études, le programme d'études internationales avec tout ce qui a trait aux exigences d'admission, à la structure du programme, aux règles du programme, aux possibilités aussi qu'offre le programme, notamment en matière internationale. Et on va regarder ça un petit peu ensemble maintenant. Je vais vous faire une présentation et jusqu'à 12h45, nous allons, moi et Katerina, être disponibles pour répondre à toutes vos questions. Donc, petite présentation. Un instant. Ça devrait s'agrandir. Voilà. Donc, petite vidéo introductive. Voilà, donc vous êtes au département de sciences politiques à l'Université de Montréal, donc bienvenue. La présentation devrait être courte, 10-15 minutes tout au plus, et pour vous aider à trouver toute l'information requise que vous pourriez avoir par rapport au baccalauréat que nous offrons en études internationales. Donc, un baccalauréat en études internationales, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, c'est une formation, comme je l'indiquais plus tôt, extrêmement multidisciplinaire, donc qui vous permet d'explorer différents départements, différents cours qui sont offerts. Principalement, nos 4 disciplines fondatrices sont la science politique, le droit, l'histoire et l'économie, mais aussi d'autres disciplines, la sociologie, l'anthropologie, la démographie, etc. Et votre choix de cours, si vous avez consulté la structure, est particulièrement vaste. Donc, notre objectif ici est de vous présenter un programme où on vous laisse le soin d'explorer ce que vous voulez explorer. En première année, il y a un tronc obligatoire, oui, mais pour vous donner un peu les bases, créer un effet de cohorte aussi et faire en sorte que vous ayez une certaine fondation commune au niveau de votre programme, mais par la suite, c'est selon vos intérêts. Et vous allez voir qu'il y a aussi 3 orientations qui vont vous permettre peut-être de donner peut-être plus une cohérence ou une certaine forme de structure à votre cheminement par la suite. Donc, le programme est fait pour vous mener ailleurs, bien sûr, pour vous mener, oui, sur le marché du travail, dans le monde professionnel, mais aussi de vous mener aux études supérieures. Donc, des programmes de maîtrise qui peuvent aller de la science politique à la continuation en études internationales, au droit ou à la gestion de projet ou dans d'autres disciplines connexes des sciences sociales qui peuvent vous intéresser. Donc, c'est un programme qui est au département de sciences politiques, qui est contingenté, qui est prestigieux, qui est aussi généraliste, ce qui fait du sens pour un baccalauréat qu'on veut vous offrir et qui vous permet, encore une fois, d'aller où vous voulez aller au niveau des disciplines qui vous intéressent et des thématiques ou des aires géographiques qui peuvent vous intéresser plus spécifiquement. Nous vous proposons 3 grandes orientations qui sont à choisir après votre première année. Donc, en première année, vous êtes tous ensemble, vous êtes dans les mêmes cours pendant votre premier trimestre d'automne, votre second trimestre d'hiver,
Et par la suite, bien, vous décidez qu'est-ce qui vous intéresse. Vous avez le choix entre droit et gouvernance. Donc, tout ce qui est ici, oui, les organisations internationales, mais aussi les questions des droits humains, les questions au niveau de la gouvernance internationale, peut-être avec un volet économique, ou d'autres formes ici de gouvernance qui ont rapport avec certaines dimensions peut-être régionales ou une aire géographique particulière, mais qui impliquent ici aussi une approche peut-être plus axée vers la gestion, vers les politiques publiques, l'administration publique. Donc, une option qui intéresse bien sûr beaucoup de nos étudiants et qui peut mener, dans certains cas, à une maîtrise en droit par la suite, qui n'implique pas, par contre, être membre du barreau, mais qui implique une continuité du côté du droit. La deuxième option, elle aussi, bien sûr, internationale, coopération et développement. Donc, si les ONG vous intéressent, si travailler au niveau de l'humanitaire, par exemple, vous intéresse, au niveau du développement, dans une région spécifique ou dans l'ensemble du monde, des organisations qui font la promotion peut-être de questions aussi environnementales, de questions de justice sociale, de questions aussi reliées au genre. Donc, la promotion ici de la coopération et du développement au niveau des pays qui sont en voie de développement, justement. Donc, ici, une orientation beaucoup plus vers le développement international. Et finalement, on a une troisième option qui s'offre à vous, une option qui se rapproche aussi des relations internationales que vous connaissez probablement, une approche beaucoup plus sur la paix et la sécurité. Donc, ici, sur les conflits, sur la résolution des conflits, sur tout ce qui est les enjeux ici au niveau, oui, bien sûr, des guerres civiles, mais aussi des conflits interétatiques qui peuvent prendre parfois d'autres formes, ou des conflits qui impliquent peut-être aussi des éléments économiques, des migrations, des mouvements de population, des déplacements de population, etc. Donc, tout ce qui implique ici la gestion de conflits interétatiques, mais qui peuvent aussi avoir des dimensions, bien entendu, intra-étatiques ou régionales. Le département de sciences politiques est un département particulièrement diversifié. La moitié, grosso modo, de la clientèle étudiante est internationale. Donc, énormément d'étudiants et d'étudiantes qui proviennent du monde francophone, que ce soit d'Europe francophone, d'Afrique francophone ou d'autres régions du monde. Et c'est un département qui implique aussi des différentes visions, des pensées différentes au niveau des approches, au niveau de la compréhension, aussi de la méthode de recherche. Donc, c'est un département qui, par le corps enseignant, par le corps étudiant, est un département particulièrement diversifié et qui valorise, encore une fois, cette expérience internationale au sein même du département. Puisque c'est international, bien, on veut aussi que ça dépasse l'aspect francophone de la chose et on vous incite, en fait, vous devez, dans votre programme d'études, envisager de vous perfectionner dans une langue de votre choix. Une langue qui est offerte à l'université au centre de langue. Il y a beaucoup de langues disponibles. Vous pouvez aller du catalan à l'innu, au russe, au mandarin, au coréen, à l'espagnol, à l'italien, à l'allemand, etc., l'anglais aussi. Donc, une troisième langue pour laquelle, idéalement, plus que l'anglais, mais vous pouvez prendre aussi l'anglais pour le perfectionnement jusqu'à un certain point, mais on vous demande d'aller plus loin et de prendre 4 cours pour vraiment vous donner une formation qui implique aussi une connaissance d'une langue qui n'est pas peut-être votre langue maternelle. Et c'est aussi à l'Université de Montréal, qui est une des très grandes universités au niveau des sciences sociales, au niveau des études internationales. C'est une université qui a énormément de centres de recherche. Donc, l'enseignement, la formation, c'est bien sûr vos cours, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup de conférences, des rencontres avec des professionnels de tous les milieux, des colloques qui vont se tenir, des rencontres étudiants, mais c'est aussi des activités qui se déroulent au niveau même de la cohorte étudiante. Pensez à la simulation des Nations unies, qui est très importante dans notre département et qui est une des meilleures au monde, où on a toujours des très bons résultats dans les classements. C'est quelque chose qui est très valorisé et qui peut aussi être crédité dans votre programme d'études. On a aussi des simulations du Conseil européen ou l'Organisation des États africains. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, en plus, bien sûr, de la vie associative, de la vie sociale à l'université, des organisations peut-être au niveau
d'un engagement que vous voulez avoir au niveau de l'environnement ou des questions de justice sociale, beaucoup d'organisations para-académiques étudiantes sont disponibles et pour lesquelles vous pouvez aussi vous impliquer, et notamment dans une dimension internationale. Et les centres de recherche, particulièrement le CERIUM, qui est le centre de recherche en études internationales de l'Université de Montréal, qui offre énormément de possibilités, mais des colloques de qualité mondiale, tout comme l'université, et on vous invite bien sûr à participer à des rencontres, à des séminaires qui peuvent se dérouler, auxquels vous êtes conviés, vous êtes les bienvenus tout au cours de votre parcours sur les 3 années. Votre association étudiante, vous la partagez avec les étudiantes et étudiants de sciences politiques. Donc, c'est une association importante avec beaucoup de sous-comités, si vous voulez. Donc, la vie associative est très dynamique, très vivante, et c'est une bonne chose pour vous parce que les cours, c'est une chose, la vie para-académique, c'est une chose, mais la vie sociale est aussi importante. C'est une expérience universitaire que vous avez, qu'on vous offre, une expérience qui comporte l'ensemble des atouts que peut offrir une université de renom comme l'Université de Montréal. Et c'est quelque chose ici que vous pouvez faire notamment au sein de votre association, que ce soit pour des activités plus sociales, mais aussi pour des activités ou des services que vous pourriez avoir besoin, par exemple au niveau de certaines situations qui pourraient être problématiques au niveau de votre parcours. L'association est aussi une ressource importante pour vous. Vous avez aussi, contrairement aux autres programmes d'études, un accès à la faculté de droit, où vous pouvez prendre des cours de droit. Vous en avez 2 en première année, qui sont des cours obligatoires, mais il y a aussi beaucoup de cours de droit qui sont accessibles en 2e et en 3e année, si jamais les éléments légaux d'un futur qui impliquerait une connaissance du droit serait pertinent pour vous. Vous avez accès à ces cours qui sont généralement, bien sûr, réservés aux étudiants et étudiantes de la faculté de droit. Vous avez aussi un soutien financier qui peut venir en fonction de, oui, bien sûr, votre réussite académique, mais aussi en fonction de votre engagement, à quel point vous êtes impliqué au sein de l'université, que ce soit pour des activités communautaires, du bénévolat, des associations étudiantes ou toute autre forme d'activité. Donc, vous êtes ici, c'est possible pour vous d'obtenir du soutien, tout comme si vous êtes étudiant international. L'Université de Montréal offre des bourses d'exemption et vous pouvez vérifier si vous êtes admissible à ces bourses d'exemption qui sont offertes et qui sont, vous pouvez consulter sur le site du bureau du registraire toute l'information à ce sujet. Donc, c'est tout à fait possible, même au niveau du bac, d'obtenir du financement en fonction de votre implication ou de vos résultats académiques. Donc, les 3 orientations, je les déposées ici pour peut-être avoir un peu plus de détails. Vous pouvez regarder sur le site du département, ces informations sont disponibles, mais ces 3 orientations qui, oui, sont vastes, mais qui peuvent aussi s'adapter à vos intérêts spécifiques. Si l'environnement vous intéresse, bien, il y a en fait plusieurs dimensions à l'environnement. Si la question des inégalités vous intéresse, encore une fois, ces 3 orientations peuvent répondre différemment aussi à vos intérêts. Et les cours qui sont offerts ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs. La plupart des cours que vous allez pouvoir prendre, peu importe l'orientation, vont être les mêmes, sauf dans certains cas où certains cours spécifiques à votre orientation vont vous être demandés, mais qui ne vont pas être complètement dissociés non plus des autres orientations. Donc, en d'autres mots, il y a une certaine flexibilité et à l'intérieur de chaque orientation, le choix de cours est vraiment considérable. Donc, le baccalauréat, vous pouvez aussi vous demander, en études internationales, bien, c'est quoi les perspectives d'avenir? Et c'est une question fondamentale et c'est une question qui est importante parce que vous vous engagez pour un baccalauréat sur 3 ans. Donc, ici, il y a beaucoup de possibilités. Les possibilités, je vous dirais, sont presque infinies. Beaucoup vont vers, par exemple, la fonction publique, mais toutes les formes de la fonction publique, dans tout ce qui est, en fait, le secteur public, généralement, devrais-je dire, ou parapublic, que ce soit des organisations gouvernementales ou aussi dans les ONG, donc vers des organisations internationales de renom. Pensez à l'ONU, à l'UNESCO, pensez à la Croix-Rouge, mais pensez aussi à toute forme d'organisation humanitaire, communautaire ou autre qui peuvent vous intéresser et qui ont des dimensions internationales. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut vous rendre admissible au service des affaires étrangères du Canada
ou peut-être aussi dans du pays duquel vous provenez si vous n'êtes pas citoyenne ou citoyen canadien. Ça offre aussi au niveau des possibilités. Pensez à des carrières au niveau de développement international, d'agents ou d'agentes de développement international, de délégués pour des firmes privées, des organisations non gouvernementales ou d'autres types d'organisations paragouvernementales. Bien sûr, la diplomatie aussi résonne beaucoup auprès de nos étudiantes et nos étudiants. D'ailleurs, vous allez voir dans un instant, il y a des stages qui sont disponibles, qui sont offerts très souvent au sein du corps diplomatique, que ce soit dans des consulats ou des ambassades ou dans les ministères qui relèvent en partie des affaires étrangères. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être très porteur en fonction, bien sûr, de vos choix de cours et de votre orientation et de votre implication au niveau de votre parcours académique. Certains vont décider que, en fait, l'intérêt est surtout vers la recherche, vers les études universitaires plus poussées, maîtrise, doctorat en recherche, que ce soit en sciences politiques ou en études internationales elles-mêmes ou dans des disciplines connexes au niveau de la sociologie, de l'anthropologie ou autres. Donc, il y a aussi, bien sûr, toute cette formation qui est possible au niveau de la recherche si une carrière universitaire vous intéresse. Certains vont devenir conseillers de firmes privées. C'est aussi quelque chose qui est possible, tout comme dans des firmes conseils quelconques qui peuvent avoir besoin d'experts qui connaissent une région du monde, qui ont une expertise particulière dans certains dossiers internationaux ou qui ont une perspective globale et des connaissances importantes au niveau des différents, de la complexité de l'activité politique internationale. Donc ici, beaucoup de possibilités en fonction de vos intérêts. Je vous disais que le baccalauréat, c'était bien sûr des cours, c'était aussi une vie para-académique ou avec des conférences, des centres de recherche et une vie sociale et associative, mais c'est aussi d'autres choses. Et l'aspect international est particulièrement valorisé par notre département, par, oui, les professeurs, oui, bien sûr, la cohorte étudiante, et oui, bien sûr, l'offre de cours et l'ensemble de ce qui est disponible au niveau associatif, mais aussi en fonction des programmes d'échange que nous offrons. Le département de sciences politiques a des ententes particulières avec des plus grandes institutions universitaires francophones. Donc, si vous êtes intéressé à aller faire, comme notre étudiante ici, Katerina, d'aller faire un stage du côté de la France, dans les grandes écoles, par exemple, à Sciences Po Paris, ou dans les autres grandes écoles françaises et universités françaises, ou dans les grandes universités du monde francophone en Belgique, en Suisse, un peu partout dans le monde, ou aller, si par exemple l'Asie de l'Est vous intéresse, aller faire un échange d'un trimestre ou d'un an au Japon, en Corée, en Amérique latine, en Russie, en Suède, en Angleterre, aux États-Unis. Peu importe où vous êtes intéressé, nous offrons et nous valorisons ce type de stage, ce type d'échange-là. Pour vous donner une idée, au moins la moitié des étudiants du programme, des étudiants décident de faire un échange au cours de leur parcours. Un échange, très simplement, comment ça fonctionne? Vous payez vos frais de scolarité à l'Université de Montréal, comme si vous y étiez. Vous choisissez les cours que vous voulez prendre là-bas. On vous les reconnaît en équivalence et les crédits que vous avez obtenus à l'étranger sont transférés dans votre programme d'études. Et la personne ressource, c'est moi au département qui gère les échanges et que vous pouvez consulter au besoin. Donc, nous avons des étudiants, des étudiantes un peu partout et qui quittent à chaque session, à chaque année pour l'étranger. Et c'est quelque chose qu'on trouve vraiment important et qu'on valorise beaucoup et qui vient aussi, bien souvent, en fait presque tout le temps, avec des bourses de mobilité pour vous aider à financer certaines dépenses au niveau de vos déplacements. Et en plus, on a aussi des offres de stage qui ne sont pas uniquement des stages locaux, énormément de stages à l'international qui vont dépendre, oui, un peu, bien sûr, tout dépendant de la demande pour un stage spécifique, de vos résultats, mais tout le monde peut faire des stages. Vous allez pouvoir faire des stages dès votre deuxième année, si vous êtes intéressé. Les stages sont crédités et de très nombreux stages, voire la plupart peut-être, sont rémunérés également. Donc, c'est une façon pour vous également de développer une expertise, des compétences professionnelles, en plus de la formation académique plus théorique que vous allez recevoir au cours de vos années, en plus d'une formation linguistique et en plus peut-être d'un échange d'une expérience internationale dans un autre cadre universitaire. Donc ici, c'est énormément de possibilités
Et rien de ça ici au niveau des échanges ou des stages n'est obligatoire si vous ne voulez pas le faire, mais c'est quelque chose qui est facilement réalisable et que la plupart de nos étudiants réalisent au cours de leur parcours. Donc, c'est quelque chose qui est bien présent au département et quelque chose pour lequel nous vous encourageons fortement et que nous pouvons vous offrir des conseils, bien entendu, à ce sujet, que ce soit à la Maison internationale ou au niveau du département avec moi et avec le coordonnateur des stages. Donc, pour le reste de la séance, en fait, je voulais vous laisser en fait la parole, mais je voulais juste laisser peut-être un court instant à Katerina Sviderskaya, une étudiante en troisième année de votre programme, de nous donner son impression comme étudiante du programme, donc une impression d'une personne qui vient de traverser ce que peut-être vous envisagez de faire au cours des trois prochaines années. Donc, Katerina, je te laisse la parole un petit instant. Oui, merci beaucoup, M. Carrier. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence à cette séance de porte ouverte aujourd'hui. J'espère que pour vous, elle sera assez motivante pour rejoindre le programme du baccalauréat en études internationales. Donc, je vous explique un peu mon parcours. J'ai commencé le bac à l'automne 2019. Donc, comme le disait M. Carrier, j'en suis maintenant à ma troisième année. En fait, la session d'hiver 2022 va être ma dernière session. La première année, comme on l'a mentionné, on fait surtout des cours obligatoires et on choisit notre spécialité. Donc, pour moi, le choix s'est vite orienté vers l'aspect paix et sécurité parce que je souhaitais étudier les questions de résolution de conflits, des nouvelles technologies dans les conflits d'aujourd'hui plus en général. Et c'est ce qui a donc motivé mon choix de spécialité et j'ai été complètement comblée à ce niveau-là parce que cette spécialité permet vraiment de prendre surtout des cours de politique et c'est ce que moi j'ai fait car c'est le format que j'ai préféré le plus, axé entre autres sur le contrôle des armements, la violence politique, beaucoup de cours d'histoire aussi. Moi j'ai eu la chance de prendre un cours d'histoire de la guerre froide entre autres. Et donc, ça m'a vraiment confortée en fait dans mes perspectives d'avenir également, car j'ai eu la chance à travers le baccalauréat de rencontrer diverses personnes et surtout divers professeurs qui ont pu m'encadrer et me guider un peu plus dans mes choix professionnels post-baccalauréat en fait. Et donc maintenant que je finis mon bac, j'ai décidé de partir en échange à Sciences Po Paris. Donc là je pars dimanche pour une session là-bas. Et j'ai également été prise donc, en master en sécurité internationale à Sciences Po Paris également. Et donc, c'est ça mon plan post-baccalauréat pour l'automne prochain. Par la suite, en termes de perspectives plus larges, j'aimerais continuer dans l'analyse géopolitique, donc tout ce qui est analyse de sécurité internationale, que ce soit auprès d'un gouvernement, d'un centre de recherche ou d'une entreprise. Vraiment, il y a une tonne de possibilités à ce niveau-là. Et sur un plus long terme, j'aimerais idéalement enseigner tout ce qui a trait à la sécurité internationale, à la science politique en général. Mais bon, ça, c'est dans un futur un peu plus longtemps. Pour mon avis général sur le baccalauréat, je vous dirais que s'il y a bien un programme à l'Université de Montréal qui est malléable, c'est bien le bac en études internationales. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez vraiment le façonner à votre image. Donc, selon vos intérêts, selon vos domaines de prédilection, il est possible de prendre des cours divers et variés, de vous impliquer un peu à gauche, à droite. L'offre associative à l'UDM, elle est assez considérable et c'est ce qui vous permet d'agrémenter votre parcours personnel, mais aussi de développer des compétences que vous pourrez par la suite réutiliser, que ce soit dans vos expériences de stage ou dans le monde professionnel après dans le futur. Et même si on le répète souvent qu'il faut s'impliquer à l'université, mais c'est vraiment ce qui fait la différence entre deux candidatures pour un stage, par exemple. Donc, un étudiant qui a tout simplement des bons résultats à l'université, mais qui ne fait rien à côté, versus un étudiant qui a peut-être de moins bons résultats, mais qui s'implique et qui démontre de l'intérêt vers ce qu'il veut faire. C'est assurément cet étudiant-là qui va être privilégié dans le cadre de ce stage-là. Et un autre point positif qui ressort de mon expérience à l'UDM, c'est l'encadrement offert par le département de sciences politiques, par les professeurs. En fait, dès lors que vous démontrez de l'intérêt, on peut vraiment vous accompagner, vous guider
que ce soit si vous rencontrez un problème ou si vous avez besoin d'un conseil plus général. Et les professeurs, étant souvent de renommée assez internationale et très prestigieuse, sont là pour, en fait, pour vous guider et vous conseiller dans tout cela. Également, un autre aspect que je voulais mentionner, c'est la possibilité de travailler pendant que vous faites votre bac. En fait, la présence de nombreux centres de recherche en études internationales à l'Université de Montréal vous offre la possibilité, dans certains cas bien évidemment, de travailler en tant qu'auxiliaire de recherche avec des professeurs. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait pendant mes études et c'est ce que je continue à faire. Je travaille présentement au Centre d'études en paix et sécurité internationale et au Cerium. Donc, j'occupe 2 postes en même temps avec 2 professeurs différents. Et donc, de un, ça me permet, comme je disais, de développer certaines compétences avec des professeurs plus expérimentés dans des domaines qui m'intéressent, mais ça fait aussi un soutien financier qui est assez considérable et qui est en fait facilement, qui se combine facilement avec vos études parce que vous travaillez à l'université, donc tout le monde comprend parfaitement que vous êtes étudiant et c'est parfois plus facile à gérer qu'un emploi à temps partiel dans le café du coin, par exemple. Oui, ben, en fait, c'est tout à fait. Donc, merci beaucoup, Katerina. Ce qu'elle vient de dire à la fin, tout à fait, c'est une possibilité en fonction de vos résultats, mais aussi, comme elle a mentionné, de votre implication. Donc, le département vous invite vraiment, comme Katerina a fait, comme d'autres étudiantes ou les étudiants ont fait. Si j'avais invité d'autres étudiants et étudiants, vous auriez vu un parcours parfois aussi intéressant, mais fort différent, en fonction de l'intérêt qui est l'intérêt que vous pourriez avoir chacun, qui n'est pas le même que vos collègues, bien sûr. Donc, merci beaucoup, Katerina. Donc, vous voyez au niveau des possibilités, elle aurait pu parler encore pendant 3 heures de temps, tellement il y a de choses, et moi aussi d'ailleurs, ce que je fais trop souvent, mais il y a beaucoup de possibilités et il y a beaucoup de flexibilité en fonction de ce qui vous intéresse et de ce que vous allez aussi découvrir à travers le temps. Et vous allez pouvoir vous ajuster et aller dans la direction qui vous intéresse. Et l'université vous offre une panoplie d'autres activités et de possibilités associées au simple programme d'études lui-même. Donc, je vais prendre les questions. Il y a Amélie qui a écrit sur le Q&A. Vous pouvez écrire sur le Q&A ou tout simplement lever la main sur Zoom, la petite main jaune. Une demande, est-ce qu'il est facile d'appliquer dans les ONG? Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi? Donc, je ne sais pas si tu réfères aux stages ou aux ONG après ton parcours. Dans les stages, il y a plusieurs ONG qui sont disponibles, tout à fait, des organisations dans différents secteurs d'activité. Et par la suite, bien entendu, ton diplôme est un diplôme reconnu internationalement, un diplôme très prestigieux. L'Université de Montréal est régulièrement classée dans les meilleures universités au monde, dans le top 100 des plus grandes universités, incluant bien sûr notre département. Et comme vous voyez, au niveau des masters ou de la maîtrise par la suite, plusieurs de nos étudiants et étudiantes ont accès à des très grandes institutions académiques, comme dans le cas de Katerina à Sciences Po Paris. D'autres vont vers les États-Unis, d'autres vont vers l'Angleterre ou vers d'autres pays, en fonction, bien sûr, de leurs intérêts. Donc, c'est tout à fait possible en fonction, je te dirais, Amélie, de tes résultats, bien sûr, de ta réussite, mais aussi en fonction de ton implication et de ton engagement et de ta détermination. Mais oui, il y a énormément de possibilités. Franck nous demande comment les échanges internationaux s'organisent dans un contexte de pandémie. Pour l'instant, les échanges, c'est sûr qu'avec la pandémie, c'est compliqué, mais pour vous, les échanges actuellement, si vous êtes admis, vous allez commencer au mois de septembre et pour l'instant, les échanges fonctionnent tant pour les étudiants qui viennent d'autres universités vers nous ou pour nos étudiants qui vont à l'étranger, à moins que le pays d'accueil ait des restrictions ou que l'université d'accueil ait des restrictions. Nous, on continue à fonctionner pour l'instant. Katerina peut-elle nous redire dans quel master à Sciences Po elle a été admise? Donc, Katerina, tu vas juste Oui, bien sûr. ça J'ai dérange. été admise au Master in International Security à Sciences Po Paris. Donc, c'est la Paris School of International Affairs qui gère ça. Bon, parfait. Donc, vous voyez, si vous êtes intéressé par des choses un peu similaires à Katerina, c'est une des possibilités que le bac peut aussi vous apporter avec, bien sûr, votre réussite qui vient avec. On me demande aussi, Eugénie, quelles sont les principales différences entre les études à temps plein et temps partiel pour le baccalauréat?
En fait, si vous êtes vous-même étudiant international, donc vous n'êtes pas citoyen, citoyenne ou résident canadien, vous devez être inscrite ou inscrit à 4 cours, c'est-à-dire à temps plein. Si vous êtes à temps partiel, ça demande un suivi plus particulier qui est plus complexe. Si vous travaillez à temps plein des heures de jour, là, ça risque d'être un peu problématique puisque les cours sont offerts généralement le matin ou l'après-midi. Donc, mais c'est théoriquement possible. Le programme permet le temps partiel, mais ça va demander des arrangements un peu particuliers et un suivi très attentif à l'évolution de votre programme. Mais c'est possible d'être, par exemple, à temps partiel un trimestre au besoin s'il y a quelque chose à ce niveau-là. Ensuite, il y a Aliénor comment on est évalué. C'est une question large en fonction des cours, en fonction des critères d'évaluation, si c'est des travaux, des examens. Il y a tu peux regarder sur le site du département, il y a beaucoup d'informations sur, il y a les plans de cours qui sont disponibles, notamment au département de sciences politiques, mais aussi ailleurs. Et vous pouvez regarder les évaluations en fonction des cours, ce qui est demandé au niveau des exigences, soit de participation, mais surtout au niveau des examens et au niveau des travaux, des exercices à remettre. Donc, si je peux me permettre, M. Carrier, juste pour oui. rajouter sur l'évaluation, oui. En général, les cours paraissent très abordables d'un point de vue, on va dire, thématique, matériel à proprement parler, mais demandent beaucoup de travail personnel sur le côté. Entre autres, dans les cours de politique, d'histoire, de droit aussi, ça demande énormément de lecture. Pour vous donner une idée, mais pas pour vous faire peur non plus, je lisais environ peut-être 200 pages par semaine, tout court regroupé. Mais au fil du temps, vous verrez que vous apprenez à faire une lecture, on va dire, intelligente. Donc, ça ne doit pas vous faire peur, mais juste sachez que le travail personnel est très, très important. Et bien sûr, dans le cadre d'un bac en études internationales, il faut totalement se garder en fait au fil de l'actualité, donc s'informer en tout temps parce que c'est ce que les professeurs vont vous demander. Donc agrémenter votre intérêt non seulement par les cours, mais aussi par ce que vous faites sur le côté, par vos lectures, vos intérêts personnels, etc. Il peut venir naturellement avec en fait la passion que vous avez et les intérêts particuliers que vous avez, bien entendu. Donc, merci Catharina pour cette précision. Ensuite, on nous demande, Eden, lorsqu'on travaille dans un centre de recherche, est-ce que nous sommes payés? Oui, si vous êtes employé, vous êtes payé en fonction des conventions collectives qui sont en place. Si vous dénichez un assistant de recherche au sein d'un centre de recherche, bien entendu. Il y a aussi parfois, dans certains contextes, la possibilité de travailler dans le cadre de cours au niveau technique, de support technique, des choses comme ça, ou de travailler aussi ailleurs au niveau universitaire. Je suis désolé, j'ai manqué une partie de la rencontre. Quels sont les débouchés principaux? Je t'invite peut-être à consulter le site du département ou sur le site du programme d'études internationales. Plusieurs débouchés sont disponibles, donc ONG, bien sûr aussi secteur public, secteur parapublic et secteur privé en fonction de vos intérêts. Pour une demande d'admission déjà déposée, connaissez-vous le temps de traitement d'un dossier? Normalement, les réponses devraient, puisque la date limite est le 1er février, notamment pour étudiants internationaux, généralement, les réponses n'est pas traitées par le département. Il faut toujours bien vérifier au niveau du service des admissions et du recrutement, mais peut-être au niveau du mois de mars, avril, ça dépend de votre date d'admission, vous avez demandé, du nombre de demandes et du délai de traitement. Mais généralement, vous devriez avoir une réponse quelque part dans ces eaux-là. Combien de langues pouvons-nous apprendre? On demande aussi un cours d'anglais compte-t-il parmi les 4 langues? Oui, c'est possible, les cours d'anglais, sauf si vous êtes extrêmement avancé en anglais. On vous demande de découvrir une langue dans le programme. On ne vous demande pas d'améliorer une langue que vous maîtrisez déjà. C'est possible, oui, théoriquement, de prendre 4 cours de 4 langues différentes, mais ma recommandation est plutôt d'y aller vers au moins 1 ou 2 langues qui peuvent vous intéresser et surtout d'approfondir et de bien connaître la langue de votre choix. Mais c'est possible d'aller vers différentes expériences au niveau linguistique. Si vous voulez découvrir un peu les bases d'une langue, ça vous intéresse moins, vous pouvez bien sûr passer à une autre langue par la suite. Ensuite, comme question, nous avions... pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'assimilation des Nations unies? L'assimilation des Nations unies est quelque chose l'Université de Montréal est intégrée avec des grandes universités nord-américaines notamment.
et où il y a une délégation qui va généralement à New York et il y a des simulations qui se tiennent selon un horaire qui est organisé où chaque étudiant, chaque étudiante représente un pays, donc les intérêts, les valeurs et les objectifs du pays. C'est souvent en équipe. Donc, c'est une cohorte qui existe et qui fait une simulation au travers de l'année et qui culmine dans une compétition internationale à New York où se tient la compétition à ce moment-là. Et tout ça, et cette simulation peut être reconnue également comme un cours de troisième année de baccalauréat, donc être reconnu comme 3 crédits dans votre programme d'études. Pour les séjours à l'international, est-ce que l'on suit les cours de l'UDM dans une autre université ou on choisit des cours propres à l'université étrangère? Bonne question. En fait, si vous allez à l'international, on veut aussi que vous découvriez l'international. Donc, on veut que vous preniez des cours qui vous intéressent, qui ont, oui, un lien, bien sûr, avec votre programme d'études, mais on est flexible. L'objectif est ici d'aller à l'étranger, pas nécessairement pour faire les mêmes cours. Mais si vous allez, par exemple, en Suède, ça pourrait être une très bonne idée peut-être de prendre un cours de politique suédoise. Et nous n'offrons pas de cours de politique suédoise, donc nous allons vous offrir une équivalence similaire au niveau de la démarche et des objectifs académiques de votre cours. Donc, il y a une certaine flexibilité, jusqu'à un certain point, bien sûr, mais il y a une flexibilité par rapport à ça en fonction de vos intérêts. Les étudiants internationaux peuvent-ils bénéficier d'une bourse? J'ai évoqué tout à l'heure la bourse de mobilité et c'est quelque chose que vous pouvez regarder, la bourse d'exemption sur le site du bureau du registraire que vous pouvez consulter. Et une fois admis ici, les bourses départementales sont ouvertes aux étudiants canadiens comme aux étudiants internationaux. Et en fonction des bourses dans lesquelles vous appliquez, il faut vérifier à chaque fois, bien sûr, les critères. Si c'est une bourse gouvernementale canadienne, bien sûr, c'est pour résidents ou citoyens canadiens. Donc, ça va varier en fonction des bourses en question. Ensuite, les échanges ne passent qu'avec les universités francophones? Non. En fait, les échanges partout dans le monde. Vous pouvez aller dans des universités en Amérique latine et les cours sont en portugais ou en espagnol, en Allemagne où l'enseignement va être en allemand, en anglais en Angleterre. Donc, en fonction des langues que vous parlez, si vous maîtrisez bien une langue ou suffisamment bien avec les tests de classement, vous pouvez aller dans une institution non francophone sans aucun problème, avec, bien sûr, la formation nécessaire. On me demande aussi, concernant l'orientation vers le droit et la gouvernance, est-ce que cette spécialisation permet d'avoir accès au métier d'avocat? Non, malheureusement. Le baccalauréat en droit permet l'accès aux examens du barreau. La maîtrise en droit peut être accessible, oui, à partir du bac en études internationales, mais cela ne vous donne pas le titre d'avocat ou d'avocat. Donc, ça, c'est un baccalauréat en droit et les examens du barreau par la suite. On demande aussi sur le chat, désolé, il y en a qui ont écrit sur le chat et d'autres sur le QCA. Q&A, pardon. J'ai répondu à la plupart sur le chat. Super, mais merci beaucoup. Normalement. Et les exigences d'admission sont disponibles, oui, tout à fait, comme Katrina le mentionne, sur le site du département, sous l'onglet Études internationales. Et en fonction du pays d'où vous provenez et des diplômes que vous avez obtenus, il y a des descriptions, mais encore une fois, ce n'est pas le département de sciences politiques qui procède aux admissions. Ce sont le service aux étudiants, aux admissions et au recrutement. Et c'est un programme contingenté, donc les notes exigées sont beaucoup plus élevées que les autres programmes du département de sciences politiques. Et il n'y a pas de chiffre exact, mais sur 2 applications, généralement, une va être refusée et une acceptée. Donc, les compétitions ici la compétition est importante au niveau de votre dossier parce que le programme est un programme très en demande et très compétitif. Donc, mais je vous invite bien sûr à appliquer. Si vous avez d'autres, qu'est-ce qu'un programme contingenté? Un programme qui demande, en fait, qu'il y a des places limitées, simplement. Donc, nous allons choisir les étudiantes et les étudiants au niveau du service aux admissions qui ont les meilleurs résultats dans leur parcours scolaire précédent. Donc, les places étant limitées, malheureusement, pas tout le monde a l'admission, même s'il remplit les exigences minimales pour le programme. On demande aussi, est-ce qu'il existe des cours de common law et de droit français? Il existe à la faculté de droit des cours de common law, mais pas dans votre programme d'études.
Dans ce cas-ci, peut-être aux études supérieures, si vous poursuivez à la maîtrise en droit ou si vous faites un baccalauréat du côté de la faculté de droit par la suite, mais dans le cadre du programme, ces cours-là ne sont pas disponibles, mais il y a beaucoup d'autres cours de la faculté de droit, droit international des personnes, droit sur le droit au niveau de la condition féminine, droit de la mer, droit des conflits. Il y a plusieurs cours qui sont offerts en fonction, bien sûr, encore une fois, de vos intérêts. On nous demande, est-ce que l'accès aussi à l'une ou l'autre orientation dépend des résultats en première année? Non. Tant que vous réussissez votre première année, vous avez la note de passage qui équivaut à un 2.0 sur 4.3, donc à une moyenne de C, qui est la note de passage dans un programme d'études à l'Université de Montréal. L'orientation est tout simplement, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas de contingence au niveau des orientations. Faut-il faire des entrevues? Non plus. Il n'y a pas d'entrevue pour l'admission pour le programme d'études internationales et les classes peuvent varier en fonction des années. Chiffre approximatif ici, peut-être 150, 130, ça peut dépendre des années. Mais il y a un peu plus d'une centaine d'étudiants et d'étudiantes par année. Puis-je soumettre mes papiers à l'admission à l'exception de l'exigence de langue française? Pour les documents d'admission, je t'invite à consulter soit le site du département sous la section admission de ton programme ou de vérifier au niveau du service aux admissions et du recrutement. Sur combien de sessions s'étend le programme? La norme de scolarité d'un programme d'études est de 3 ans au baccalauréat, ce qui implique 6 trimestres, c'est-à-dire trimestres d'automne, hiver, pendant 3 ans. Les trimestres d'été sont laissés libres, où il y a des cours qui sont offerts si vous voulez vous avancer, notamment des cours de langue que je vous recommande fortement durant l'été, mais c'est 6 trimestres avec 5 cours par trimestre, l'équivalent de 15 crédits par trimestre, pour un total, après 3 ans, de 90 crédits. Mais certains étudiants, certaines étudiantes, pour différentes raisons, peuvent décider de prolonger leur scolarité sur une période, par exemple, de 4 ans, en prenant moins de cours. Mais encore une fois, si vous êtes étudiante internationale ou étudiant international, vous devez vous assurer de toujours être en respect, bien sûr, des règlements quant à l'immigration et d'assurer des inscriptions à temps plein. À partir de quelle moyenne vous considérez que c'est suffisant l'excellence? C'est une très bonne question, une question qui est difficile à répondre parce qu'un peu comme disait Katerina tout à l'heure, l'excellence, c'est oui les résultats, mais c'est aussi l'engagement. C'est ce que vous faites aussi à côté de uniquement vos cours. Ce que je pourrais vous donner comme indication, c'est par exemple, si vous êtes intéressé par la maîtrise en sciences politiques au département de sciences politiques, l'admission se fait autour de 3.4, 3.5 sur 4.3, qui équivaut à peu près entre B+ et A-. Donc, c'est à partir de ce moment-là, on a accès aux études supérieures, du moins en sciences politiques, mais aussi dans d'autres départements. Donc, généralement, à B+ et en haut, vous êtes dans un bon statut pour accéder aux études supérieures. On demande également, durant la première année, faut-il choisir une orientation parmi les 3? En fait, c'est suite à ta première année. Donc, tu peux le décider tout de suite, peut-être que tu le sais déjà à l'avance, mais c'est normalement après, au fur et à mesure que vous avancez dans votre première année, que vous décidez, oui, clairement, cette orientation m'intéresse plus. Vous apprenez un peu plus les cours qui sont offerts, vous prenez vos repères à l'université. Donc, avec le temps, vous allez être plus certain et c'est après la première année officiellement que vous devez inscrire à l'orientation que vous avez choisie. On demande également, en tant qu'étudiant international, le trimestre d'été n'est pas obligatoire, exactement. Donc, le trimestre d'été n'est jamais obligatoire dans le programme d'études. Et il y a 3 trimestres par année, mais le trimestre d'été est un trimestre optionnel, en d'autres mots. Donc, il y a 2 trimestres qui sont, eux, obligatoires, l'automne et l'hiver, donc de septembre à décembre et de janvier à avril. Est-il possible de se réorienter en deuxième année de cette filière en ayant, par exemple, fait une première année en communication et politique? Oui, il faut faire une demande d'admission et il faut être admis ou admise. Et par la suite, en fonction des cours que tu as suivis dans ton programme de communication et politique, il est possible de transférer les cours qui sont intégrés au programme d'études internationales. Dans ce cas-ci, ça doit vouloir dire probablement plusieurs cours, mais probablement pas tous non plus. Faut-il fournir une lettre de motivation pour l'admission aux maîtrises par la suite? Bien sûr.
mais au baccalauréat, non. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais encore une fois, il faut toujours vérifier au niveau de l'admission, je vous rappelle, avec le service de l'admission et du recrutement, le SAR, comme nous disons à l'Université de Montréal. Pour s'inscrire, il faut donner des bulletins scolaires, mais on peut également faire un courriel, des engagements extrascolaires. Encore une fois, je vous invite à consulter le service des admissions pour bien être sûr. En fonction de votre situation particulière, peut-être certaines exigences sont différentes en fonction de votre parcours, de votre bagage ou du lieu d'où vous provenez. Concernant l'orientation vers le droit et la gouvernance, est-ce que cette spécialisation permet d'avoir accès au métier d'avocate en droit international? J'ai déjà répondu non, malheureusement. Ça va demander un baccalauréat en droit et la réussite du barreau par la suite. Et je crois que c'est ce que nous avions comme question. Et la séance est enregistrée. Il faudrait vérifier par la suite si elle est disponible. Elle pourrait être disponible, mais je vous reviens par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne n'a levé la main. Vous pouvez aussi simplement lever la main si au besoin, mais je crois que c'est tout le temps que nous avions. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me joindre. Je suis le conseiller en programme, Martin Carrier, donc vous pouvez me rejoindre par courriel sans problème. Si vous avez des questions quant au programme d'études, au cheminement, si vous avez des questions quant à l'admission, par contre, je vous réfère encore une fois au service de l'admission et du recrutement. Et sinon, eh bien, je vous invite à présenter votre candidature et au plaisir de vous croiser toutes et tous cet automne. Et merci, Catharina, de ta présence aujourd'hui. Sur ce, bonne journée à toutes et tous. Au revoir. Merci beaucoup, M. Carré. Comme je l'ai écrit dans le chat, vous pouvez également m'écrire à mon courriel si vous avez des questions sur mon parcours plus personnel, sur le programme, mon expérience en tant qu'étudiante. J'ai entre autres fait la simulation des Nations Unies qui intéressait plusieurs d'entre vous. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça fait plaisir de vous voir intéressé par le département. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine, tout le monde. Au revoir. Bonne session. Ah, il y avait Jimmy Caleb qui avait levé la main. Bon. Oui, en fait, ma question c'est comment est-ce qu'il y a une sorte d'entrevue après votre admission? Il n'y a pas d'entrevue. Il n'y a pas d'entrevue qui est demandée au niveau de l'admission au programme. Donc, Okay. merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.